Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ce nouveau podcast du magazine Programmé. Donc, je suis avec Bassem de GitHub. Donc, il va nous parler un petit peu de son retour sur la grande conf qui s'est passée il y a quelques jours, en virtuel évidemment, parce qu'on ne peut pas la faire en physique. Donc, GitHub Universe, toujours. Donc, la première question, est-ce que cette année, on a eu une petite version d'Octocat ou pas du tout, ou est-ce qu'elle est restée pareille? Oui, bonjour François et merci pour l'invitation. En fait, il y a tous les ans plusieurs versions d'Octocat qui rythment un peu notre année en fonction des événements qui sont organisés. Et donc effectivement, sur le site qui annonçait GitHub Universe, il y avait une nouvelle version. C'est notre mascotte qui nous permet un peu de rythmer l'année avec des versions différentes au fur et à mesure qu'on avance. D'ailleurs, il y a des applis qui permettent de créer son propre Octocat, à vrai dire. Ah, c'est cool ça. Oui. Et c'est quelle appli? Alors, c'est une appli que nous on a mis en place. Je t'enverrai le lien. C'est assez sympa ça. Donc, je présume que durant cette grande conférence Universe, il y a eu pas mal d'annonces. Bon, bien évidemment, on va d'abord focuser sur les annonces, les roadmaps pour les développeurs, mais je crois aussi que tu me disais qu'il y avait des choses qui bougent au niveau aussi entreprise. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire par rapport aux développeurs? Oui, donc en fait, en général, nous, on essaye de garder 4 éléments majeurs comme étant ce qui doit guider l'évolution de la plateforme GitHub et l'évolution de l'entreprise GitHub. Et ces 4 éléments, c'est d'abord l'expérience développeur, ensuite l'expérience de la communauté, des communautés en fait, puisqu'il y en a plein. La question de la sécurité de plus en plus, et puis le 4e point qui est celui qui est celui de l'entreprise, puisque le monde de l'entreprise utilise de plus en plus l'open source, utilise de plus en plus GitHub, transforme sa propre façon de faire en ce qu'on appelle l'inner source de plus en plus. Donc, tout ça fait un package. Et pour parler des développeurs et de l'expérience développeur en premier, comme les auditeurs et les lecteurs de Programmé connaissent GitHub tous, ils savent tous qu'on considère GitHub comme étant la maison des développeurs. Et pour qu'on se sente à l'aise dans la maison des développeurs, eh bien, il faut que cette maison offre un certain nombre de confort, on va dire. Et donc, ce sont les fonctionnalités que l'on propose à nos utilisateurs. Et je pense en particulier, par exemple, pour le confort des développeurs aujourd'hui, ce qu'on a annoncé dans GitHub Universe la semaine dernière, il y a par exemple la version sombre de l'application, ce qui permet d'être à l'aise, quelle que soit l'heure de la journée, de pouvoir être en mode sombre. Et puis, il y a également une autre fonctionnalité qu'on a sortie et qui est la fusion automatique d'une pull request, donc le pull request auto-merge, qui permet de considérer si celui qui gère la pull request le souhaite, qui permet de considérer que le merge peut se faire automatiquement, la fusion peut se faire automatiquement à partir du moment où tous ceux qui doivent passer en revue la pull request l'ont passé en revue et on dit qu'ils étaient OK. Et à partir du moment où tous les checks automatiques qui doivent être faits reviennent avec un feu vert, et à partir du moment où ces deux conditions-là, ces deux ensembles de conditions sont vérifiés, alors la pull request se réalise automatiquement, ce qui permet de faciliter les choses pour les personnes qui créent des pull requests. Ça leur permet d'aller un peu plus vite, ça permet d'améliorer la productivité de tout le monde. Et donc en général, on aime tous automatiser un certain nombre de choses, et si on le souhaite, on peut désormais automatiser le merge, la fusion donc d'une pull request. Voilà 2 illustrations de fonctionnalités de confort avancées pour certains développeurs qui souhaitent les utiliser pour qu'ils se sentent chez eux. D'accord. Et ça, c'est disponible maintenant ou il faudra attendre un petit peu? C'est disponible sous peu, ça a été annoncé. On n'a pas de date précise, mais c'est disponible sous peu. D'accord. Alors, je présume que aussi cet événement, comme tout événement dev, on a eu une petite idée des roadmaps, de leur roadmap produit. Est-ce qu'il y a des éléments que l'on peut mettre en avant et qui vont vraiment être intéressants pour les développeurs? Alors, on a une roadmap qui est publique, qui évolue assez régulièrement et assez fréquemment. En fait, typiquement ce mode sombre, moi je l'utilisais déjà. En fait, je l'utilise déjà depuis quelques mois
sur mon appli à moi, sur mon téléphone, parce que c'est sur le téléphone que je gère toutes les issues que j'ai à suivre. Pareil pour le pull request. Donc toute la roadmap est publique et ce qui nous permet donc de rendre visibles les évolutions sur lesquelles on travaille. Je pense par exemple à des choses qui ont été annoncées précédemment, comme Code Spaces ou les évolutions récentes de GitHub Actions. Tout ça est dans la roadmap et c'est ce sur quoi on travaille quotidiennement pour que ça puisse sortir dans pas trop longtemps. D'accord. Alors, tu parlais de sécurité, mais effectivement, en préparant un petit peu ce podcast, tu m'évoquais le DevSecOps ou le DevOpsSec, c'est comme, voilà, parce que chacun met le sec comme il veut dans ce mot-là. Quel est un petit peu le focus pour GitHub par rapport à ça et pourquoi c'est important de mettre en avant dans ce genre de conférence? Oui, en fait, on part vraiment de l'idée que la sécurité, c'est quelque chose. Beaucoup de gens parlent de security by design. Et donc, nous, on s'est dit, OK, c'est super comme mot, c'est super comme concept, mais concrètement, comment on traduit ça? Et si on dit que la sécurité doit être présente dès la conception d'un produit, d'un logiciel, eh bien, ça signifie que non seulement la sécurité doit être présente dans la conception, mais elle doit être aussi présente dans la réalisation du produit. Donc, quand on prend les spécifications qui décrivent un produit, les personnes qui sont en train de décrire le produit pour qu'il existe, pour qu'il devienne réalité, eux aussi doivent prendre en compte la dimension sécurité. Or, les développeurs ne sont pas des experts en sécurité, c'est deux métiers différents en principe. Et donc, tout comme il y a une dizaine d'années, les gens considéraient que développeur, c'est un métier très différent de les personnes qui s'occupent des environnements de production. Et pourtant, DevOps est arrivé. Pourtant, DevOps a permis à tous ces gens de travailler ensemble et potentiellement aux deux métiers d'être très proches, puisque même la gestion des environnements, désormais, elle se fait aussi avec des lignes de code. Bien, ça, c'était depuis une dizaine d'années. Tout le monde s'est mis à parler de DevOps. Petit à petit, tout le monde s'est mis à le faire. En premier, dans le monde de l'open source, et puis petit à petit, les entreprises de différentes tailles s'y sont mises aussi. Et là, on rajoute une dimension supplémentaire qui est la dimension sécurité, qui est de dire, certes, l'expert sécurité, c'est un métier différent du métier d'ingénieur software, en fait, de développeur. Et pourtant, lorsque les failles de sécurité existent, elles existent aussi dans le code source lorsqu'il est écrit, tout comme elles existent aussi dans la sécurisation des environnements où on est en train de déployer. Et donc, comment on fait pour que le développeur puisse lui aussi prendre en compte cette dimension sécurité lorsqu'il est en train d'écrire son code? Eh bien, il y a un peu de temps maintenant, il y a un peu plus d'un an, on a commencé à offrir un certain nombre de fonctionnalités autour de la question de la sécurité, de manière à ce que les développeurs qui développent dans GitHub et qui collaborent avec d'autres développeurs dans GitHub, que ce soit dans les communautés open source ou que ce soit dans les communautés à l'intérieur des entreprises, eh bien, tous ces gens, on leur a proposé un certain nombre de fonctionnalités qui leur permettent, au fur et à mesure qu'ils avancent, d'être informés quand ils utilisent quelque chose qui a été dans lequel on a identifié une faille de sécurité ou une difficulté, une vulnérabilité particulière. Et là, ce qu'on a annoncé la semaine dernière à GitHub Universe, c'est typiquement le fait que, eh bien, on raisonne avec le monde du logiciel exactement comme si c'était une supply chain. Et dans ma supply chain du logiciel, dans ma chaîne d'approvisionnement du logiciel, eh bien, souvent, j'utilise des logiciels existants ailleurs et je les intègre dans mon logiciel à moi et puis je fais évoluer ce que je suis en train d'écrire, ce qu'on est en train d'écrire à plusieurs, puisque c'est en général des équipes qui travaillent, qui collaborent. Et donc, l'idée autour de cette question de la sécurité, c'est que lorsque je crée ma pull request, eh bien, systématiquement, dans ma pull request, on m'informe des dépendances que ma pull request embarque. C'est-à-dire que quand je lance une pull request, eh bien, je suis informé que dans ma pull request sont embarqués tel et tel logiciel qui potentiellement peuvent inclure telle et telle vulnérabilité. Ce qui simplifie quand même les choses, puisque ça veut dire que quand je lance ma pull request, je suis plutôt serein, puisqu'on va m'informer des éventuelles vulnérabilités qui existent. C'est un peu comme si on avait un développeur et assis à côté de lui un expert sécurité, et les deux sont en train de faire le travail en même temps. Voilà. Et on pense que c'est quelque chose qui est extrêmement utile. C'est ce qu'on appelle la dependency review, qui est une fonction supplémentaire de la pull request. D'accord. Et comment, en fait, cette fonction me dit que j'ai une faille potentielle, un problème de sécu
avec telle ou telle lib ou app tierce, est-ce qu'il va aller taper dans des bases de données dédiées ou est-ce qu'il fait confiance à la communauté qui gère cette librairie ou ce framework? Ça se passe comment? Des deux, en fait, puisqu'il y a des bases qui répertorient les vulnérabilités. Et donc, au fur et à mesure, nous, on est connecté évidemment à ces bases. Et puis, évidemment, quand les communautés font évoluer leur librairie, elles informent aussi, quand elles font leur mise à jour, elles informent aussi. Et concrètement, pour le développeur qui est en train d'écrire son code et d'embarquer tel ou tel autre bout de code dans son propre code à lui, eh bien, c'est au moment de la pull request que ces choses-là lui apparaissent. La dependency review, c'est vraiment quelque chose qui permet d'évaluer l'impact en termes de sécurité à chaque fois qu'on introduit de nouvelles dépendances dans le code qu'on est en train d'écrire. D'accord. Et est-ce qu'il gère aussi les questions de version, parce que parfois on sait très bien que les piles techniques de dépendance, c'est pas les versions les plus récentes. Est-ce que la fonction te prévient si effectivement on n'est pas à jour ou si cette version plus spécifique pose problème? Tout à fait. Elle prévient. À partir du moment où c'est déclaré dans les différentes bases qui existent autour de la déclaration d'anomalie, oui, elle prévient. Et j'ai oublié de dire que c'est quelque chose qui est évidemment gratuit pour les repos publics. On est toujours dans la même logique. D'accord. Les repos publics, c'est gratuit. Et donc, tu vois, là, on est vraiment dans une logique de security by design, super comme slogan, mais au-delà du slogan, comment on fait? On descend concrètement dans les fonctionnalités qui tournent autour de la request pour que le développeur puisse prendre en compte la question de la sécurité. Je dis le développeur, mais en fait, c'est les communautés en général, puisque, comme je te disais au début, on a l'expérience développeur qui, pour nous, est extrêmement importante, mais l'expérience de la communauté, des communautés, puisque autour de GitHub, c'est pas, évidemment, il y a la communauté des développeurs en général, mais ensuite, avec les communautés de chacun des librairies qui existent, des logiciels qui existent, des langages qui existent. Et pour ces communautés-là, c'est tout aussi important de prendre en compte la sécurité. D'accord. Et donc, ça, c'est une fonction qui est disponible maintenant. Et est-ce qu'on l'a aussi bien sur le portail que dans les applications desktop ou mobile? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et alors, parmi les choses qui, autour de la question des communautés, je ne l'ai pas évoqué, mais les communautés open source fonctionnent depuis toujours parfaitement. Depuis 2 ans, je crois, on a annoncé GitHub Sponsors, qui est une fonctionnalité qui permet de faire un peu du crowdfunding autour des communautés open source. Et donc, aujourd'hui, on a des gens qui parviennent à maintenir leur repository, leur logiciel, grâce au crowdfunding, grâce au fait que les gens contribuent au travers de GitHub Sponsors. Et ça existe depuis 2 ans. Et désormais, on a des entreprises qui elles-mêmes contribuent, des gens comme Daimler en Europe ou des gens comme AWS aux États-Unis, American Express également, quelques autres, contribuent elles-mêmes au financement de composants logiciels dont elles se servent et elles considèrent qu'elles doivent donner en contrepartie quelque chose et donc elles contribuent de cette façon-là. Du coup, on est toujours dans une logique de l'expérience développeur, on essaye de la rendre la plus confortable possible, mais aussi l'expérience des communautés tout entières, en particulier ceux qui maintiennent et qui animent les communautés, eh bien on a aussi besoin qu'ils se sentent à l'aise et confortables dans leur façon de travailler. D'accord. Donc, je présume que toutes les sessions qui ont été jouées, on peut les retrouver en vidéo, on peut retrouver les slides? Tout à fait. Les slides et les vidéos existent et donc le site GitHub Universe de cette année comme ceux des années précédentes continuent à exister. Le site est assez simple, c'est githubuniverse.com, tout attaché avec un E à la fin de Universe. Et donc c'est là où toutes les sessions, y compris les sessions avec des mainteneurs de communauté, des mainteneurs de composants logiciels, des entreprises qui décrivent ce qu'elles font aujourd'hui. Tout ça est détaillé. C'est vraiment riche, comme à chaque édition. Et comme à chaque édition, c'est encore plus cette fois-ci par rapport à l'année. D'accord. Alors, est-ce que pour l'an prochain, alors si évidemment toute cette crise se passe, est-ce que GitHub a prévu de rejouer une conférence en Europe comme vous le faites habituellement? Alors, a priori, oui, même si cette année, c'est un peu plus compliqué parce que justement, on ne sait pas comment
la situation sanitaire va se faire. En général, c'est au printemps. On sait d'ores et déjà que ça ne sera pas en présentiel, puisque a priori, rien en présentiel se passera avant la fin du printemps, début de l'été, au mieux. Et donc, pour l'instant, je ne peux pas trop faire d'annonces, mais voilà, on espère tous que la situation actuelle puisse passer le plus vite possible. D'accord. Très, très bien. En tout cas, un grand merci à toi. Et puis, j'espère que nos auditrices et nos auditeurs ont appris des choses. Bien évidemment, n'hésitez pas à consulter toutes les sessions sur le site officiel de GitHub Universe et retrouver Programmer sur programmer.com et le magazine, évidemment, en version PDF et papier, comme tous les mois. Merci à tout le monde et à très bientôt.